C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup ces manifestants aller manifester contre le seul et unique fascisme qui menace aujourd'hui la société française, qui est le fascisme islamique, tout simplement. Parce que s'il y a bien une lèpre, que pour reprendre le vocabulaire d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la lèpre nationaliste qui défigure la France aujourd'hui, c'est véritablement la lèpre islamiste qui défigure notre pays. Et pour ça, ces manifestants de gauche sont plutôt aphones. La deuxième chose, c'est que je comprends qu'effectivement, dans une démocratie, des gens comme Éric Zemmour peuvent évidemment exprimer un point de vue, même s'il déplaît à certaines catégories électorales. Et je comprends aussi que ces catégories électorales qui sont mécontentes peuvent manifester, parce que c'est un droit de manifester, contre les idées qui leur déplaisent. Le problème, c'est que là, ils ne sont pas dans un esprit de manifestation, ils sont dans un esprit de censure. C'est-à-dire qu'ils voudraient, en fait, que Zemmour ne vienne pas, ne parle pas, ne s'exprime pas, et donc plus tard, lorsqu'il sera candidat, ne fasse pas campagne, en tout cas ici, ne fasse pas la promotion de son livre. C'est en cela que c'est dérangeant. Et tout ça au nom de la démocratie et du pluralisme. Donc on est en plein délire. J'ajoute un peu plus qu'en tournée promotionnelle pour son nouvel ouvrage. Oui, mais c'est pas. Attendez, c'est pas. Je termine. C'est pas une excuse. Et j'ajouterais juste un dernier mot avant de laisser la parole. Mais quand il y a des meetings de gauche et même d'extrême gauche, combien de fois a-t-on assisté à des rassemblements de droite ou de patriotes ou de nationaux qui viendraient empêcher les leaders de gauche ou d'extrême gauche de s'exprimer ou de faire des meetings? Jamais. Donc où est le fascisme? Où est le totalitarisme? Sinon, du côté de ces gens-là. Aucun n'a été condamné à incitation à la haine raciale. C'est peut-être ça aussi la différence. Excusez-moi, Mélenchon a été condamné pour injure, rébellion, outrage, etc. C'est pas pour ça que demain, les partisans de Zemmour iront l'empêcher de faire campagne ou de se rendre dans un meeting. Mais le racisme n'est pas une opinion. Excusez-moi, mais c'est pas du racisme. Là, la condamnation d'Éric Zemmour, c'est pas une condamnation légale, c'est une condamnation politique. C'est pas pareil. William T. Complaisance d'une partie des élus de gauche, Jean-Michel. Mais le problème, si vous voulez, de la gauche comme d'une partie de la droite, d'ailleurs, c'est pas tellement la République, en fait, c'est la France. Parce que, en réalité, la République, si vous ne la qualifiez pas, ça veut rien dire. Vous avez des républiques islamiques, vous avez des républiques populaires, ils n'ont pas trahi la République. Ils ont trahi la République parce qu'ils ont d'abord trahi la France. C'est-à-dire que lorsque je me retrouve sur un certain nombre de plateaux face à des responsables de gauche ou de LREM ou même de certains LR qui m'expliquent qu'il n'y a pas de Français de souche, que l'identité nationale française, ils ne la connaissent pas, ils me demandent de la définir. Je veux dire, c'est quoi un Français de souche? Un Français de souche, c'est un Français qui appartient au peuple historique, c'est-à-dire le peuple qui est en France depuis des centaines d'années et qui entend le rester. Et d'ailleurs, c'est quand même assez incroyable parce que... qui est la conséquence de migration. Cette gauche, oui, non, attendez, mais ça, c'est un artefact, ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un peuple historique, il y a eu des vagues d'immigration qui ont d'ailleurs été beaucoup moins nombreuses qu'on l'a dit parce qu'une partie de ces immigrations sont reparties et donc sont restées uniquement celles qui sont, en tout cas les individus qui sont adaptés à la France et qui se sont donc assimilés, enchâssés au peuple historique pour devenir des Français comme les autres. D'accord ? Donc c'est très curieux parce que si effectivement... Mais là on parle du siècle dernier notamment. Du siècle dernier et jusqu'à dans les années 60-70, puisque moi je sais que ça vous a pas échappé, je viens pas du siècle dernier. Enfin si, je viens du siècle dernier, pardon, mais il y a... du siècle dernier. Mais je veux dire, voilà, s'il n'y a pas de peuple historique, la gauche ne peut pas nous expliquer qu'il peut y avoir une intégration. Parce que sinon vous intégrez à quoi ? Vous assimilez à quoi les gens qui sautent aujourd'hui sur leur chaise comme des cabris en disant il faut intégrer les immigrés, il faut assimiler les immigrés. Mais si vous assimilez à partir d'une négation de ce qu'est la France, vous assimilez personne en fait. C'est-à-dire que vous considérez que la France, c'est un pays ouvert à tous les vents, un morceau du globe terrestre dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, parlant n'importe quelle langue est français, juste parce qu'on lui donne le document sur lequel il y a marqué carte d'identité française. Donc c'est cette trahison finalement de la France qui ensuite aboutit à la trahison de la République et de ses valeurs, parce qu'il n'est de valeurs de la République que de valeurs françaises. Vous savez, c'est le peuple historique français qui a construit la République française. Si on constate un changement de peuple, c'est-à-dire si vous avez des irrédentismes identitaires qui commencent à s'enflammer dans le pays, le peuple français qui a construit cette République changeant, la République elle-même va changer. Rien n'est figé en fait.
Et donc c'est pour ça qu'il nous appartient de sauvegarder la France quand Zemmour et d'autres, et Marine Le Pen, etc., disent que la France est en danger de mort. C'est aussi la République qui est en danger de mort. Sauver la France d'abord pour sauver la République. D'abord, votre propos ne tient pas la route parce que déjà, quand vous dites Zemmour est en total décalage avec les préoccupations des Français, ce n'est pas des Martiens qui le font monter à 17%. Hein. C'est bien les citoyens français qui le font passer de 3% dans les sondages à 17%. Donc il y a quand même au moins une partie des Français, convenez-en, qui sont en phase avec ce que raconte Éric Zemmour. Et quand on regarde un petit peu les préoccupations, vous nous dites qu'effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat au prix d'une dichotomie dans le sondagière entre d'un côté le problème migratoire et de l'autre côté le problème sécuritaire, qui arrivent respectivement à la deuxième et à la troisième position. Si vous rassemblez ces deux problématiques qui sont en réalité liées dans l'esprit de tous les Français, si vous faites une seule et même thématique autour de l'immigration et de l'insécurité, eh bien cette problématique-là passerait largement au-dessus du pouvoir d'achat. Donc on saucissonne les préoccupations pour effectivement montrer un tableau qui fasse passer la problématique migratoire et la problématique sécuritaire après. Enfin, s'agissant de la résistance, moi, j'ai pas de problème avec le rôle qu'a joué le Parti communiste français pendant la résistance, et notamment après 1941, parce qu'avant, ils n'étaient pas trop là, ils négociaient l'apparition de l'humanité avec la commandanture allemande. Mais passons sur mais passons là-dessus. Aujourd'hui, la véritable résistance, elle se fait par rapport à un fascisme qui vous a pas échappé, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, qui menace l'identité française ? Qui perpétue des attentats en France ? Qui agresse ? Qui poignarde ? Qui égorge ? Qui dit on va sur le Coran ? Qui éructe on va te fumer sur le Coran et on va t'égorger ? Qui traite une femme de prostituée parce qu'elle est légèrement vêtue dans certains quartiers ? Vous savez, toutes ces haines qui sont autant d'agressions des Français et de la France, la gauche, on ne l'entend pas. Et le Parti communiste, on ne l'entend pas. Parce que c'est vos électeurs. Et quand c'est vos électeurs, évidemment, c'est beaucoup plus embarrassant d'en parler. Ce qui est intéressant sur ce que vous venez de poser, c'est que vous attaquez à un seul fascisme. Nous, la différence, c'est que nous attaquons à tous les fascismes. Et à toutes les formes d'obscurantisme. Qu'ils soient islamistes ou qu'ils se revendiquent de l'extrême droite, nous combattons toutes les formes d'obscurantisme. Monsieur, il n'y a pas d'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite ? Mais attendez. Emmanuel Zemmour, le Rassemblement National. Soyons précis. Zemmour, c'est la deuxième fois que vous faites Emmanuel Zemmour. Soyons précis sur les termes. Non, mais parce que soyons précis sur les termes. Vous parlez d'extrême droite. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite, historiquement parlant, et en sciences politiques, comment est-elle définie ? Parce que moi, j'ai souvenir quand même, que quelqu'un m'arrête si je me trompe, que l'extrême droite, c'est d'abord l'antiparlementarisme. Il me semble que le Rassemblement national, le Rassemblement national est tellement d'extrême droite qu'il réclame non seulement le parlementarisme, mais la proportionnelle intégrale. Je vois pas où l'extrême droite. L'extrême droite tire ses racines du collaborationnisme. Aucun parti en France ne réclame un gouvernement militaire. Aucun parti en France ne réclame une théocratie à la Salazar. Moi, l'extrême droite, si vous voulez, cette extrême droite fantasmagorique que la gauche s'évertue à créer et à entretenir, les Français en ont ras-le-bol. Sur ces ce ne sont pas les Français qui ne veulent pas vivre, ce ne sont pas les Français de souche et assimilés. Mais si, ce ne sont pas les Français de souche et assimilés qui refusent de vivre ensemble avec des Français, avec certains Français issus de l'immigration, c'est l'inverse. On n'assiste pas à des pogroms de Français de souche dans les banlieues. Il n'y a pas des mosquées qui flambent. Il n'y a pas des musulmans ou de Français d'origine africaine qui seraient tabassés dans les rues. Il faut arrêter avec votre délire. Ceux qui sont attaqués aujourd'hui, ce sont des Français. Quand on dit pas, personne aujourd'hui ne dit à mort les Arabes ou à mort les Noirs. Par contre, on dit à mort les Blancs. Si, il y en a aussi. Non, on les entend pas cela. Il existe, et je le répète, il existe en France comme dans tous les pays du monde, exception faite de certains pays anglo-saxons, par exemple comme les États-Unis, qui sont effectivement une vraie nation d'immigration, pour le coup. La plupart des nations du monde se sont construites autour d'un peuple et d'une identité, et la France n'y fait pas exception. Il y a les Français historiques et les Français assimilés à la culture et à l'identité des Français historiques. Et puis, il y a des gens qui refusent cette assimilation, qui cultivent leurs différences. C'est-à-dire que le constat établi par Éric Zemmour est plutôt vrai, parce qu'en fait, il va attirer de manière irrémédiable les classes populaires pour une raison simple, c'est que ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes du malaise identitaire. Ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes de l'immigration massive, du changement de peuple à l'œuvre, du changement de culture, disent les sondages. etc. Attendez, si vous prenez ce qui va avoir dans leur portefeuille après les réformes qu'on pourra potentiellement mettre en place. Si vous regardez un petit peu à quel candidat Éric Zemmour prend
des électeurs, il en prend quand même pas mal à Marine Le Pen. 36% de cadres et 18% d'ouvriers. Peut-être, mais toujours est-il... Alors dans ce cas-là... Concernant les électeurs de Marine Le Pen. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que Marine Le Pen a uniquement l'électorat populaire, parce que là, ça vient en contradiction avec cette théorie-là. C'est ce que, vous savez, Jaurès disait « la nation est le bien de ceux qui n'ont rien ». Ceux qui n'ont rien, ce sont les couches populaires. Et donc, qui est le plus attaché à l'idée de France, à l'idée de vivre français, ce sont principalement les couches populaires aussi qui tiennent à rester elles-mêmes chez elles et pour encore longtemps. Or, un programme libéral, enfin libéral, c'est beaucoup dire, c'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Sur la question de la retraite, effectivement, si aujourd'hui, si vous voulez, on est pour l'allègement fiskalo-bureaucratique. Il va pas apprécier. Madame Guiraud, ne parlez pas sur moi. Je vous ai laissé parler. Souffrez que je termine un propos sans être interrompu. C'est assez rare que vous n'interrompiez pas les autres. Non, je n'interromps personne. Non, je n'interromps personne. Si effectivement être libéral, c'est vouloir un allègement fiskalo-bureaucratique, cette chape de plomb kafkaïenne qui pèse sur les Français, je crois que beaucoup de Français sont libéraux. Le libéralisme ne consiste pas simplement à laisser faire le marché. Quand on parle par exemple d'État stratège, quand on parle de volonté de réindustrialiser le pays, de relocaliser les productions, c'est pas le marché qui va faire ça. Donc là, on n'est pas libéral, on est plutôt interventionniste. Donc vous voyez, ça sert à rien de balancer comme ça des termes, des mots valises qui ne veulent plus dire grand-chose et se plonger effectivement dans le programme. C'est effectivement un tonneau des Danaïdes. On peut pas... Il y a deux choix, si vous voulez. Là, on est face à deux choix de société qui se défendent l'un et l'autre. Le premier choix, c'est effectivement mettre des moyens considérables pour s'attaquer au fléau de la drogue, mais de manière ferme, beaucoup plus ferme qu'on le fait aujourd'hui, à la fois par des moyens policiers, mais aussi par des moyens pénaux, d'accord, et des moyens carcéraux qui font que, effectivement, on se donne la possibilité d'éradiquer les trafics et les revenus qu'on en tire. Ou alors, donc ça c'est le premier choix. Je pense que ce choix-là, on n'est pas dedans. Le deuxième choix, c'est effectivement penser à une forme de légalisation qui aurait l'avantage de libérer une partie des forces de l'ordre. De certaines drogues, du cannabis en particulier, mais c'est de ça qu'il s'agit. Pas de toutes les drogues, évidemment, et ce qui permettrait de libérer les forces de l'ordre, toutes ces forces de l'ordre qui en permanence arrêtent, présentent devant les tribunaux, puis arrêtent de nouveau, enfin qui sont dans cette tonneau de Danaïdes en permanence, eh bien, elles seraient libérées pour combattre d'autres fléaux beaucoup plus graves, le terrorisme, l'insécurité, la violence à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, enfin que sais-je encore. Et donc en fait, je pense qu'il faut ouvrir un débat national autour de ça et soumettre cette question à référendum, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la pire situation. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes au milieu du gué. Ni on se donne les moyens de traiter véritablement le problème, avec les moyens considérables qu'il faudrait, ni on ouvre au moins ce débat sur la légalisation. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on assiste à ce genre de situation. J'ajoute qu'évidemment, quand on regarde la sociologie des trafics et des trafiquants, et à la fois géographique et ethnique, tout le monde sait que certaines immigrations, évidemment, et le afflux permanent nourrissent ça. Dans certains quartiers, vous savez, un certain nombre de choufs, de petites mains, etc., sont des mineurs isolés, ou sont même des clandestins, parce que les réseaux les utilisent, ils sont beaucoup moins traçables, ils sont beaucoup moins identifiables, et donc les réseaux s'en emparent. Complexe lorsqu'ils sont arrêtés. Exactement. Donc, il faut traiter à la fois le problème du trafic de drogue, sur le plan, je dirais, légal, sur le plan démocratique, en posant ce débat, mais il faut aussi, traiter le problème migratoire, traiter aussi le problème financier, parce que si on se donne les moyens de combattre ce problème, il faut aussi penser à tout le pognon que ça génère derrière. Et ça, on a des services pour identifier ce genre de flux financiers illégaux, le blanchiment, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la configuration où on se donne les moyens de traiter le problème. Parce qu'en fait, quand on parle de séparatisme ou de sécessionnisme, qui est la grande thématique du gouvernement depuis plusieurs mois, il est d'abord économique. En tout cas, il se finance économiquement. C'est-à-dire que vous avez une superposition à la fois des territoires perdus de la République, pas perdus pour tout le monde, du communautarisme, du trafic de drogue
et tout ça baignant dans une espèce de sous-culture américaine, du rap, etc., importée en tout cas. Donc en fait, on a une superposition de plusieurs problèmes, et le carburant du sécessionnisme, c'est l'argent de la drogue. C'est-à-dire que dans une économie en plus, en France, une économie qui tourne au ralenti, qui ne crée pas suffisamment... Tous les habitants de ces quartiers ne bénéficient pas de l'argent de la drogue, on le sait très bien, et ils sont les premières victimes aussi. Alors attention, parce que vous avez effectivement les trafiquants directs qui, eux, s'enrichissent, mais ils irriguent quand même, peut-être pas tous les habitants, mais en tout cas, beaucoup d'habitants de ces quartiers, entre ceux qui font les choufs, ceux qui font les nourrices, ceux qui... etc. Donc il y a quand même une micro-société, un écosystème, on va dire, narcotique, construit autour de la drogue, qui finance même parfois des mosquées, la construction de mosquées. Donc, vous voyez, c'est un problème extrêmement complexe. Donc, soit, effectivement, quand on éradique le problème de la drogue, on élimine le carburant du séparatisme, qui est le fric, ou alors, si on veut légaliser, eh bien, on ne concentrera plus, si vous voulez, ces trafics sur certains quartiers, puisque si on légalise, par exemple, le cannabis, vous aurez des agriculteurs qui vont le cultiver, et l'argent ira à ces agriculteurs plutôt qu'à engraisser, effectivement, des mafias de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, moi, je n'ai pas d'avis arrêté sur la question. Je veux juste que le débat soit ouvert et que les Français se prononcent là-dessus par référendum, parce que c'est un problème très important qui concerne des millions de Français et qui brasse des milliards d'euros. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de moyens matériels qui sont assurément nécessaires, mais il y a aussi les moyens immatériels, je veux dire par là le soutien idéologique, hiérarchique, politique qu'on donne aux forces de l'ordre. Le problème, si vous voulez, c'est que les habitants de ces quartiers, parce qu'ils sont très majoritairement issus de l'immigration, ont été considérés depuis une quarantaine d'années comme des sortes de vaches sacrées par le système dirigeant la France, et qui considèrent que finalement, quel que soit leur degré de criminalité ou de délinquance, eh bien, ce sont d'éternelles victimes. Parce que la France a été un pays horrible avec leurs parents et leurs grands-parents, qu'elle a pillé et réduit en esclavage par la colonisation leurs parents et leurs grands-parents. Il y aurait comme ça un droit, si vous voulez, ou un privilège, une immunité pour certaines populations qui, lorsqu'elles arrivent devant un certain nombre de juges très politisés, eh bien, ces juges ne jugent pas les actes qu'on leur défère, mais jugent la société. Et jugeant la société, il se trouve qu'elle condamne peu ou pas ces minorités à de la prison. Et évidemment, ça pose un gros problème, parce que si à un moment, et je suis même persuadé qu'il faudrait des peines croissantes, c'est-à-dire que vous avez un petit délit, ce n'est pas une raison pour échapper à la prison. Même si vous faites un jour ou une semaine de prison, c'est indispensable, parce qu'au moins vous mettez une sanction devant le délit, ou le délit en l'occurrence, parce que ça ne peut pas être un crime à ce niveau-là, mais vous mettez une sanction devant le délit, de telle sorte qu'il y ait peut-être la chance d'avoir un cran d'arrêt à l'ascension délictuelle et criminelle de la personne. Aujourd'hui, le fait que ça soit la première fois vous garantit, sauf si vous venez d'un parti qui n'est pas pour plaire à certains juges, mais globalement, quand vous faites le premier délit, eh bien, vous êtes élargi, ou vous êtes condamné à une peine dérisoire. Or, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Hein. Il faudrait une échelle de peine qui aille croissante en fonction de la gravité de ce que vous faites. Surtout, il faudrait que ce soit